Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc à cette table ronde consacrée à un sujet central de notre époque, l'intelligence artificielle versus la relation client. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour explorer les intersections fascinantes entre la technologie émergente et l'expérience client. L'intelligence artificielle révolutionne rapidement la manière dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Elle permet non seulement d'améliorer l'efficacité opérationnelle, mais aussi de redéfinir la notion même de service clientèle. À travers cette discussion, nous allons explorer blablabla, blablabla, blablabla. Bon, là, vous vous dites, le journaliste, il a complètement craqué. Ah, il a complètement craqué. C'est pas tout à fait vrai, c'est peut-être pas tout à fait faux non plus. Ce message d'introduction, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. J'ai simplement demandé à une intelligence artificielle de le faire à ma place. Alors, dans le public, j'entends « Ah, ouf, quand même !» Effectivement. Hyper simple, j'ai demandé à ChatGPT « Écris un message d'introduction par un journaliste pour une table ronde sur le thème « L'intelligence artificielle au service de la relation client ». Alors, certains diront que ce n'est pas mal du tout, mais il manque quand même une notion importante. Ma personnalité, ma créativité, mon savoir-faire, mon appétence sur ce sujet. C'est ce qui fait que nous sommes intrinsèquement parlants nous-mêmes. Et ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire à notre place. D'où cette notion artificielle. Merci, en tout cas, d'être avec nous pour cette table ronde organisée dans le cadre du temps fort Act for Clients 2024, qui a commencé hier et qui continuera jusqu'à demain. Donc, vous le savez, 3 jours dédiés à la culture client chez GRDF. Pour cela, eh bien, vous pouvez participer notamment à des ateliers, à la fresque du client, à des quiz. Et évidemment, et vous faites bien, vous ici, à l'Agora, Condorcet, à Paris, et vous derrière votre écran, à cette table ronde que vous suivez en direct. D'ailleurs, alors pour info, je me suis, en même temps, comme j'étais sur ChatGPT, je me suis amusé à lui demander de générer une image sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui. On va la regarder, cette première image. Parce que j'ai 2 images, exactement. J'ai demandé donc à l'intelligence artificielle de me générer 2 images sur la thématique de notre table ronde. Est-ce qu'on peut l'envoyer en régie, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est la première image qui a été générée. Donc, elle combine l'interaction humaine et l'IA. Donc, on voit bien, ça symbolise la collaboration harmonieuse et même futuriste dans le domaine de la gestion client. Et la deuxième, est-ce qu'on peut m'envoyer la deuxième, s'il vous plaît? Cette image reflète notamment la synergie entre l'IA et les interactions humaines. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au centre de tout ça, il y a l'humain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va? Ça vous plaît? Ouais, bof, moyen. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui nous regardez actuellement, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur le chat, puisque je vous rappelle que vous pourrez évidemment poser vos questions à nos invités à la fin de cette table ronde que nous avons le plaisir de recevoir. Merci d'accueillir chaleureusement Karima Drissi, directrice des systèmes d'information de GRDF. Nicolas Lardet, directeur de la relation client chez Enercoup, fournisseur coopératif, donc d'électricité 100% renouvelable en France, engagé dans la transition énergétique et favorisant d'ailleurs un modèle éthique, solidaire et décentralisé. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Damien Nutens, directeur de l'expérience client et opération chez Edenred, leader mondial des solutions de paiement pour le monde du travail. Bon, on connaît tous les tickets restaurants. Et puis merci d'applaudir chaleureusement la créatrice et animatrice du podcast client, Marine Deck. Merci d'être avec nous. Allez, on va partir pour 1 heure de table ronde autour de cette thématique prégnante. Il y avait beaucoup de monde dans l'Agora. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes aussi très nombreux à nous regarder en direct. Juste un petit rebond sur les 2 images qui ont été en tout cas générées et à qui j'ai demandé donc de générer un chat GPT. Vous en pensez quoi rapidement? Karima, on va commencer avec Karima. Faites-moi ce plaisir. On peut les regarder à nouveau, non? Ah si, on peut la remettre, hein, bien sûr. Est-ce qu'on peut remettre juste l'une des 2 photos? Voilà, celle-là. Alors déjà, bonjour tout le monde et merci d'être aussi nombreux là sur place, mais aussi à distance, j'imagine. Alors, la première image qui est là, alors d'abord, si je peux me permettre, elles sont tous les 2 assez clichés et assez régulières, donc c'est pas très novateur. Ouais. Celle-ci, elle pourrait faire rêver avec la notion d'interconnexion entre les gens et tout, mais moi, je la trouve un peu effrayante parce que le côté virtuel IA est plus largement représenté par rapport aux petits hommes en bas. Ouais, c'est vrai, parce que les petits hommes en bas, ça représente la table ronde en elle-même. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'avais déjà généré une image supplémentaire. En fait, j'avais demandé une table ronde et la table était rectangulaire. J'ai trouvé ça assez rigolo. Nicolas?
Bah justement, pour rebondir par rapport à ça, je trouve effectivement comme Karima que cette image est assez flippante et je pense que c'est le côté l'IA se parle à elle-même et le côté un peu hallucination de l'IA. C'est vrai. Je pense qu'il faut remettre de l'humain dans l'IA. Ce sera un peu le sens de mon Très en intervention. ligne, Ouais. très en ligne. Et c'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que quand on parle d'intelligence artificielle, pour avoir un peu travaillé vraiment sur ce sujet, l'IA peut halluciner. Mais c'est un vaste débat. Damien? Alors, est-ce qu'on peut remettre l'autre image? Je suis Ah, l'autre désolé pour la image. Damien, il régie. veut l'autre image. Olivier, en régie, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, voilà. Celle-là. Alors celle-là, pour moi, je la voyais pas comme vous la voyez précédemment. Je la vois plutôt comme une interaction client et je pense que c'est absolument pas ce qui se passera en fait. Je crois beaucoup plus à un modèle justement hybridé où la technologie aidera nos clients, aidera nos conseillers de clientèle dans les services clients. Mais cette relation où demain on a une poignée de main avec un robot, voilà, alors peut-être pas de notre vivant en tout cas, mais j'y crois pas tout de suite et je sais même pas si c'est très souhaitable en réalité. Marine? Plutôt aligné avec mes confrères, un peu futuriste, un peu spatial et peu tangible. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, vous qui nous regardez, moi je reçois tous les messages directement sur mon téléphone, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Alors, il y a près de 2 ans, OpenAI s'apprêtait à dévoiler ChatGPT, donc son agent conversationnel dopé à l'intelligence artificielle, qui a déclenché donc un véritable raz-de-marée médiatique. Maintenant, tout le monde l'utilise, c'est assez simple. Alors aujourd'hui, cette révolution continue de s'intensifier et redessine en particulier donc l'expérience client. L'intelligence artificielle générative ouvre un monde de possibilités inédites pour améliorer, personnaliser et réinventer les interactions avec les clients. C'est pourquoi on a demandé donc à Marine, eh bien, en moins de 10 minutes, de nous faire un état des lieux de l'IA en matière de relations clients dans les entreprises. Et ma première question, depuis quand l'IA a-t-elle commencé à être intégrée dans les entreprises françaises, notamment dans la relation client ? Eh bien, figurez-vous que l'intelligence artificielle, c'est une révolution qui a été 70 ans en gestation, donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça a commencé en 1950 avec, ça c'est la partie un peu historique, avec les travaux de Alan Turing, jusqu'à effectivement, comme vous venez de le préciser, 2022, le lancement de ChatGPT, finalement, qui a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière, dans cet écosystème. Alors, si on reprend l'historique de l'intelligence artificielle, dans les années 2000-2010, en fait, l'IA s'est infiltrée discrètement dans l'automatisation de certaines tâches qu'on a pu avoir au quotidien. Ensuite, en 2010-2020, là est arrivée la première vague visible de l'intelligence artificielle, c'est tous les chatbots, tous les assistants virtuels auxquels vous avez pu participer en tant que projet dans l'entreprise, mais auxquels aussi vous devez faire face dans votre quotidien en tant que client. Et puis 2022-2023, boum, ChatGPT a clairement plié le game en lançant sa dernière solution qui a réellement rendu tangible l'impact de l'intelligence artificielle et on a enfin commencé à comprendre ce en quoi cela consistait. Aujourd'hui, c'est 70% des entreprises qui déclarent qu'elles vont intégrer l'intelligence artificielle dans leurs relations clients et ça, c'est cité du rapport d'études entre Cision et la FRC établi en 2023. Donc, on peut dire qu'une part tangible des entreprises s'intéresse à ce domaine. Après, rappelons tout de même que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Et si je dois vulgariser un petit peu la chose, ce ne sont que des lignes de code. Et donc, les vrais génies, ça va être les entreprises qui vont réussir à tirer leur épingle du jeu grâce à ce nouvel outil. Ouais. Alors, quelles sont les opportunités les plus intéressantes et puis les grandes tendances que vous observez ? Eh bien, alors les opportunités, elles se situent tout au long du parcours d'interaction avec les clients. Donc, effectivement, vous avez toute la partie en amont de l'interaction où vous allez pouvoir avoir finalement du traitement des contacts un peu simplifié avec l'IA conversationnelle, les chatbots, les callbots, comme on a pu en voir de plus en plus. Historiquement, souvenez-vous, on a eu des outils alors qu'on appelle en self-service ou en tout cas qui étaient un peu disponibles à la demande des clients et sur lesquels ils étaient autonomes. Là, on va finalement venir ajouter de l'IA générative avec notamment l'amélioration des ciblages marketing, etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant l'interaction avec les clients ? Maintenant, pendant l'interaction avec les clients, finalement, les conseillers et téléconseillers vont avoir accès à une base de connaissances ultra dynamique, très rapide. Et donc, ça va les aider à être encore plus efficients et encore plus concentrés sur ce qui est finalement la vraie relation, vraie interaction. Et puis après,
ce qui est aussi très nouveau avec l'intelligence artificielle générative, c'est tout ce qui va se passer en aval de la conversation, de l'interaction, puisque cela va nous permettre, en tant qu'entreprise, et à plus petite échelle, en tout cas dans l'entreprise, au service client, ça va nous permettre d'être connectés en flux réel avec la voix du client. On va pouvoir faire de l'analyse sémantique, de l'analyse de sentiments. Donc, le service client va pouvoir directement mesurer la satisfaction client, ou en tout cas avoir du feedback continu et de l'analyse en temps réel, fini les requêtes qui sont parfois un petit peu difficiles à obtenir. Et puis, au sein de l'entreprise, ça va permettre à ce que la voix du client soit poussée directement aux bonnes équipes. Donc, on va pouvoir imaginer envoyer directement aux équipes produits tout ce qui a été verbalisé et qui rentre finalement dans leur zone de compétences. Alors, on vient de voir donc les opportunités, les différentes tendances. Quels sont les besoins exprimés donc, par les clients, mais aussi par les collaborateurs face à l'IA? Alors, donc, pour les clients, ce qu'ils attendent, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qu'on attend aujourd'hui de toutes les marques avec lesquelles on interagit. On attend de la réactivité, de la pertinence, et puis on attend quand même, je précise, d'avoir toujours accès à un humain en backup. C'est-à-dire qu'on accepte finalement d'être accompagné par des outils, de l'automatisation, de l'IA, mais il faut toujours qu'il y ait un backup derrière qui soit humain. Attention néanmoins, tout cela est à mettre en perspective avec les attentes des clients. Quels sont leurs besoins? Et on le sait, les attentes et les besoins, ce sont des notions qui sont mouvantes. Donc, ça peut évoluer. Il suffit qu'un acteur sur le marché établisse un nouveau standard d'attente pour que, finalement, on doive se réaligner avec ce nouveau standard, comme on l'a eu sur les délais de livraison. Concernant les collaborateurs, alors, l'intelligence artificielle, finalement, ça va venir appuyer sur ce qu'on appelle les 3 piliers des besoins des collaborateurs. Ouais. Donc, concrètement, ils vont se sentir beaucoup plus utiles, dans le sens où, finalement, on va venir les décharger de tâches qui sont parfois chronophages, dont on n'a pas toujours envie de gérer. Donc, ils vont augmenter leur sentiment d'utilité. Et ça, c'est très positif. On a envie d'être utile au sein de notre organisation. On a envie de sentir qu'on a un impact tangible sur le quotidien de l'entreprise. Attention néanmoins, puisque finalement, on ne va devoir traiter que des requêtes qui sont complexes. Donc, ça peut aussi jouer sur l'épuisement des collaborateurs parce que, on le sait tous, c'est aussi comme ça qu'on arbitre notre to-do list de la journée. Il y a des tâches sur lesquelles on a un peu nos zones de génie où pour nous, c'est un peu plus facile de les faire. On alterne, on se dit, je commence par des choses difficiles, après des choses faciles, etc. Là, finalement, on va avoir beaucoup de requêtes, une concentration des tâches sur des requêtes qui sont un peu complexes. Et puis, c'est aussi une formidable opportunité pour les collaborateurs de se créer leur futur métier, de suivre cette vague et puis de se former puisqu'on va avoir besoin de nouvelles compétences, que ce soit des formateurs, mais aussi des personnes qui vont être en mesure de bien gérer la donnée. On va pouvoir aller creuser ce sujet-là et puis bien évidemment piloter tous ces nouveaux outils. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous partager en tout cas des exemples de réussite et puis aussi peut-être les écueils, les échecs dus à l'adoption de l'IA? Alors, déjà, ce que je peux vous partager, c'est 3 clés de réussite qui sont extrêmement tangibles dans un projet d'intelligence artificielle. La première clé, ça va être la gouvernance. Il faut mettre en place une instance de gouvernance. C'est en tout cas ce qu'a fait La Poste depuis 2016. Ça leur permet de mieux piloter toutes les initiatives qui sont portées au sein du groupe, d'éviter qu'il y ait des surcouches et donc peut-être des investissements qui soient faits un peu en doublon. Deuxième pilier, ça va être la partie éthique. Je vous invite à faire des chartes d'utilisation sur l'intelligence artificielle, c'est important. Et l'agilité, ce qui peut aussi être une bonne pratique dans le sens où la technologie évolue tellement vite que lancer des POC, des proof of concept, ça peut être très pertinent. C'est ce que Air France fait. Il lance des pilotes dans tous les sens du terme. C'était bien trouvé, je trouve, Marine. C'était bien joué. Oui, j'essaie. Mais effectivement, le fait de lancer des tests, ça va permettre d'être plus agile. On sème et on voit ce qu'on récolte et ce qui est le plus pertinent à récolter derrière. Alors, 2 exemples. Oui, 2 exemples de réussite. Le Club Med, avec son outil conversationnel via WhatsApp, qui a réussi à automatiser 40% des requêtes clients et qui bientôt va pouvoir générer des devis. Donc, il va clairement générer de la valeur financière
pour l'entreprise. Et puis après, vous avez la France Mutualiste qui a lancé son callbot et qui a réussi à automatiser 30% des requêtes simples. D'accord. Voilà. Les écueils? Les écueils, je ne sais pas si vous en avez entendu parler de Air Canada qui s'est fait condamner pour la réponse apportée par son chatbot. Un passager devait se prendre un billet d'avion pour les funérailles d'un membre de sa famille. Il a demandé au chatbot de l'aider dans l'achat de son billet. Le chatbot lui a dit « oui, mais sache que tu peux envoyer un justificatif ensuite et recevoir un remboursement ». Et en fait, ce n'était pas du tout vrai. Et il a attaqué ensuite Air Canada pour se faire réclamer la part de remboursement que le chatbot lui avait promis. Et Air Canada a été condamné à indemniser le passager pour cette réponse erronée apportée par le chatbot. Depuis, ils ont déconnecté leur chatbot. Ouais. Donc, il y a quelques pièges, mais on va en parler. Il faut faire attention à la donnée qu'on leur donne. Exactement. Exactement. Alors merci Marine en tout cas pour cette présentation. Moi je me tourne évidemment vers nos invités. Est-ce que vous êtes en adéquation avec ce qui vient d'être dit par Marine? Alors j'ose espérer que la réponse soit oui parce que sinon elle vous regarde comme ça. Non, Damien, vous êtes, et d'ailleurs Marine l'a cité, l'AFRC, vous êtes aussi administrateur de l'AFRC, c'est l'Association française de la relation client. Alors c'est un sujet sur lequel vous vous êtes penché il y a déjà quelques temps. Est-ce que cet état de lieu reflète bien, en tout cas, ce que les entreprises de votre association vivent actuellement? Tout à fait, avec deux points sur lesquels il est important de revenir. Le premier, c'est que l'IA, la plupart des entreprises en faisaient depuis des années. La rupture qu'on vit maintenant depuis 2 ans, c'est l'IA conversationnelle, dite générative, qui amène d'autres manières d'interagir avec les clients et donc qui de fait ouvre de nouvelles possibilités. Voilà, ça c'est un premier point aussi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient déjà de l'IA depuis on en parlait, depuis plus de 10 ans, 15 ans. Sur l'IA générative, la grande différence cette année, c'est que maintenant ça fait 2 ans à peu près que OpenAI a fait ses annonces. Donc on est passé d'une phase qui était une phase d'idéation à une phase de mise en œuvre dans beaucoup d'entreprises ou en tout cas de test. Et donc entre cette phase de test et la phase d'acculturation aussi qu'il y a eu en amont, on commence à se confronter aussi aux premières limites. En fait, ce que ça fait pas, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez tous, quand c'est sorti, on avait l'impression que ça allait révolutionner le monde du jour au lendemain en faisant un prompt dans une interface. Donc ça, c'est pas une baguette magique, c'est un modèle probabiliste, il y a des choses que ça fait pas, on parlait du chatbot, nous on y reviendra, on est en train de travailler chez Edenred sur un chatbot, il y a des choses qu'on peut pas faire aujourd'hui avec de l'IA générative, qui nécessitent encore des algorithmes classiques. Donc premier sujet, il y a la découverte des limites, la découverte des potentialités, et puis j'ai envie de dire d'un point de vue économique, il y a aussi une meilleure compréhension dans les entreprises du business model, du modèle économique qui est derrière ces solutions-là, parce qu'encore une fois, ce n'est pas des solutions qui sont gratuites, je pense que Karima y reviendra. Donc il y a une compréhension de se dire, il faut que je réserve ces solutions-là, à des cas d'usage extrêmement précis, sur lesquels on est sûr d'amener de la valeur à nos clients. Voilà. Donc on est passé de l'étape un peu faux-folle, la découverte, c'est magique, à ok, ça s'implémente quand même avec une méthodologie, une compréhension de ce que ça peut faire, et il faut bien cibler. Très bien. Et vous allez nous expliquer comment vous fonctionnez chez Edenred. Alors, Nicolas, et carrément en quelques mots par rapport à ce que vient de dire Marine, à cet état des lieux. Alors, il faut qu'on dise qu'on est d'accord, c'est ce que j'ai compris. Alors, ce serait vraiment sympa de votre part, Karima, mais je vous le demande sincèrement. D'accord. Alors, ça me mettra en porte-à-faux sinon. Alors, en l'occurrence, je ne le fais pas pour faire plaisir, mais effectivement, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il y a tous les mots-clés qui ont été évoqués. Le fait d'avoir, d'abord, que l'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose de magique. 2, l'importance d'identifier de manière très précise des use cases porteurs de valeur. 3, faire attention à la manière dont on l'intègre dans le collectif. C'est un outil qui est donné, c'est pas quelque chose qui remplace quelque chose. Et que derrière, on puisse en ressortir toute la valeur aussi pour le conseiller en faisant évoluer finalement son métier parce que le monde évolue et que le métier du conseiller, par exemple, si on parle du conseiller clientèle, va évoluer demain. Et puis l'important, c'est les écueils. Attention, le travail de l'humain derrière l'intelligence artificielle est indispensable parce qu'on ne peut pas s'assurer à 100% de la qualité de la donnée et de la qualité de la réponse. Et l'exemple de Air Canada, je le trouve très intéressant. Il est saisissant, effectivement. Nicolas? Alors évidemment, je ne suis pas du tout d'accord avec Marine. Non, je plaisante. Je suis totalement d'accord avec Marine, mais... Faut quand même savoir qu'ils se connaissent bien, tous. Enfin, voilà, j'avoue que peut-être la valeur ajoutée que pourra apporter Enercom dans ce débat, c'est quand même de se dire aussi que l'intelligence artificielle, ça re-questionne
mais au sens positif du terme, la place de l'humain dans la relation client. Et typiquement, c'est la posture qu'on a adoptée chez Nercom. C'est-à-dire, bien entendu, l'IA doit apporter de l'amélioration dans les parcours des chargés de clientèle, dans les parcours clients, etc. Mais pour autant, l'homme reste central dans l'interaction avec le client, parce que ce qui fait la valeur ajoutée de la relation client, du point de vue des clients, et donc j'imagine de vous tous qui interagissez avec des entreprises, c'est évidemment l'émotion, l'empathie que va apporter le chargé clientèle. Et ça, aucune intelligence artificielle ne pourra apporter de l'attention, de l'émotion. Ça ne se passe qu'entre deux humains, et pas entre une intelligence artificielle et un humain. Et donc c'est bien ça, trouver l'équilibre entre l'intelligence artificielle va améliorer le parcours du collaborateur, va permettre d'automatiser certaines choses qui sont, entre guillemets, peu intéressantes pour l'humain, mais en revanche, bien laisser le caractère central de l'humain dans l'interaction avec l'humain. Alors, vous allez nous expliquer effectivement, Nicolas, comment vous mettez en place l'intelligence artificielle avec la primauté de l'humain et la philosophie que vous avez mise en place. Effectivement, on va faire un retour d'expérience avec tous les trois. Vous allez nous expliquer comment vous avez intégré l'intelligence artificielle dans vos processus métiers liés à la relation client. Évidemment, Marine, vous réagissez quand vous voulez. Juste pour prévenir Olivier qui est en régie, nous allons terminer cette table ronde à 14h10. Voilà, je préviens, on va avoir quelques minutes de retard. Je préviens parce qu'on a démarré en retard, donc on va démarrer à 14h10, comme ça tout le monde est au courant. Voilà, je prends la responsabilité sur moi. Et si on termine avant, c'est tant mieux. En tout cas, pour qu'on comprenne bien, quel est le niveau de maturité dans vos trois sociétés en matière d'intégration de l'intelligence artificielle dans vos processus métiers? Chez GRDF, vous êtes à quel niveau? Alors, déjà, indépendamment de l'intelligence artificielle, GRDF a dans son ADN l'envie d'innovation. L'innovation à GRDF, c'est quelque chose... moi, quand je suis arrivée à GRDF, ça m'a... voilà, c'est évident. C'est une entreprise innovante. C'est une entreprise qui innove au-delà de la technologie de l'information sur à peu près tous les sujets. Elle est très ouverte au changement et à l'innovation. C'est presque même beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on en voit partout de l'innovation. En région, quand on y va, ils ont plein d'idées très intéressantes, hein. Donc l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui existe aussi depuis très longtemps et qu'on a mis en place depuis très longtemps, mais essentiellement finalement dans le monde de la maintenance et des travaux liés à notre réseau de gaz. Donc si on a plein d'exemples, hein, sur lesquels on a réussi à apporter de la valeur, notamment sur l'identification des dommages aux ouvrages, ouais. où la data science nous a permis depuis 2019 de réduire de 30% le nombre de dommages aux ouvrages. Donc, et pour la relation client? Et alors justement, pour la relation client, alors ça veut dire que je suis un peu longue. Non, non, pas du tout. Donc, non, sur la relation client, on a commencé aussi depuis quelques années sur des sujets comme la fidélisation, etc. Mais sur la partie conseiller clientèle, on démarre à identifier les cas d'usage qui sont intéressants. Alors vous êtes... Donc, oui. Juste, je vais quand même les évoquer parce que c'est important et je vais être très rapide et j'ai promis 1 minute par cas d'usage. On a un groupe qui s'est réuni et qui vient de tous les métiers et qui a identifié ce qu'on appelle 3 pépites. Il y a 3 pépites très intéressantes sur la partie relation client et je vais juste essayer de les lister rapidement. La première, c'est aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des interventions clientèle et on a identifié un certain nombre, 130 000 interventions clientèle vaines qu'on fait sur le terrain. Donc on s'est dit, tiens, l'intelligence artificielle dans tout ça, qu'est-ce que ça peut apporter? Et donc l'objectif très intéressant, alors pour GRDF, mais pour moi aussi au niveau de l'IT, sur cette pépite, c'est qu'il y a 2 axes de travail. Le premier, c'est la fiabilisation des données. Comment on va travailler sur la fiabilité des coordonnées clients, de toutes les problématiques d'accès dans les collectifs. Et donc là, il y a tout un travail de mise en qualité des données. Et ensuite, il y a l'axe prédiction pour éviter justement les interventions vaines. Première pépite. Deuxième pépite. Ça fait ça bien. Hein. Alors, l'IA générative. Elle est forte. Aujourd'hui, on a des conseillers clientèle qui ont des appels avec leurs clients. Et l'objectif demain, c'est d'avoir une capacité à automatiser un compte-rendu d'appel pour permettre derrière les actions qui vont bien suivre. Ça, c'est génial. Client. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est des solutions d'IA générative couplées à la téléphonie qui vont apporter de la valeur. Troisième pépite. Nicolas est attentif. Il dit voilà, j'attends avec impatience. La troisième. Je l'ai oublié. Ah là, Attends, tout ça pour ça. Tout Karima, ça pour ça. Quel teasing. Quel teasing, Karima. Je me permets de compléter. On évalue à peu près à 20% le gain de temps sur ces tâches-là. Ça, c'est énorme. Oui, donc c'est quand même énorme. Non, le troisième, il est énorme. C'est pour ça qu'il est tellement important que c'est...
Les réclamations. Alors, on a énormément de réclamations qu'on traite. Aujourd'hui, tout est fait presque à la main et l'objectif, c'est toujours l'IA générative de travailler sur l'automatisation des réponses à réclamations. Dans un contexte où sur la TRDC, alors là, avant, on avait 30 jours pour répondre. Avec les nouveaux engagements qu'on a pris vis-à-vis de la Commission de régulation de l'énergie, c'est 15 jours. Donc, quelle est notre capacité à aller plus vite? Et derrière, une des capacités à aller plus vite, c'est d'automatiser les réponses à déclaration en se reposant justement sur les différentes réponses qu'on a faites. Et petit à petit, intégrer dans ce référentiel-là toutes les réponses qu'on va faire demain de manière automatisée et d'avoir de plus en plus des réponses qui soient au bon niveau. Sachant que derrière, ce qui est intéressant dans les trois pépites, c'est qu'on voit bien qu'on ne remplacera jamais le conseiller. On est sur des outils qui permettent d'accélérer, d'être réactif, et derrière, on a le conseiller qui valide, qualifie et appuie sur le bouton final en s'assurant avec son intelligence que ce qui a été produit par les outils est pertinent. Donc voilà, trois belles pépites. Bravo à pépites. GRDF. Félicitations pour ces 3 pépites. Nicolas, chez Enercop. Chez Enercop, on est hyper mature. Non, mais effectivement, on a déjà intégré de l'intelligence artificielle dans, par exemple, le suivi des marchés de l'électricité, le marché gros de l'électricité. On l'a également intégré au niveau des équipes de la data, parce que forcément, on a des centaines de milliers. On est beaucoup plus petit que GRDF, on a des centaines de milliers de données à traiter, à classifier, à répertorier, etc. Donc oui, dans ces métiers-là, c'est déjà des pas franchis. Dans la relation client, on est vraiment dans la phase de diagnostic. Et je rejoins Karima. Je pense que vraiment dans le métier de la relation client, ce que doit nous apporter l'IA, c'est l'amélioration déjà de l'expérience du chargé de clientèle. Donc entre guillemets, un terme qu'on utilise souvent dans la relation client, l'enchantement du métier de chargé de clientèle. C'est comment effectivement l'IA va m'aider à détecter dans les bases de connaissances que doivent maîtriser les chargés de clientèle la bonne information par rapport à la problématique du client. Et on sait bien que pour chaque client, sa problématique, elle est unique. Donc j'ai pas envie d'une réponse standard, j'ai pas envie d'un script qu'on m'annonce bêtement, j'ai pas envie qu'on me balance une macro de mail par rapport à ma problématique. J'ai envie qu'on comprenne mon problème et qu'on m'apporte quelque chose de différent et qu'on m'apporte une émotion. C'est bien là que le chargé de clientèle intervient, c'est je me concentre sur l'émotion et sur le besoin du client et l'intelligence artificielle m'aide à cibler la bonne réponse qui répond aux besoins du client. Ça reste vraiment une outil. Quoi qu'il en soit, le chargé de clientèle reste central et effectivement après, la qualification, le résumé, ça, l'intelligence artificielle va aider Charlie Clientèle à se débarrasser de ces scories-là. Alors, Damien, vous, chez Edenred, vous êtes à quel niveau de maturité? Et je sais que vous utilisez les chatbots. En tout cas, vous avez déjà fait des tests sur les chatbots. Comment ça se passe? Oui, je pense qu'on est rentré dans une phase d'implémentation. Après une phase hyper importante, je pense, dans cette démarche-là, qui rejoint un peu le point qu'évoquait Marine sur la charte éthique, qui est de se donner quelques règles de fonctionnement. En fait, on a une première étape qui a consisté finalement à acculturer au maximum nos équipes, notamment celles qui être en relation avec l'IA, encore une fois, sur ce que ça peut faire, ce que ça peut ne pas faire, sur le prompting, etc. Donc ça, on a lancé un grand programme de formation de nos collaborateurs. On a couvert 50% de la filiale française, on aura couvert 50% des collaborateurs d'ici la fin de l'année. On a posé un cadre technique et juridique aussi, parce que c'est super important, on manipule des données qui sont quand même des données sensibles, alors a fortiori pour nous, souvent c'est des données salariées. Donc poser un cadre technique et technologique sécurisé qui permettent finalement de faire des choses ensuite avec des modèles pour certains anglo-saxons, etc. C'est super important de le faire. Donc poser ce cadre vraiment sécurisé et puis cibler quelques cas d'usage. On va parler de la relation client, mais je voudrais juste dire que tous les jours, nous, nos équipes marketing, par exemple, elles travaillent aujourd'hui dans le studio, dans les équipes de design, sur Midjourney, ce qui leur permet justement de personnaliser davantage les communications, de les démultiplier, etc. Donc il y a déjà des équipes dans lesquelles ça devient un outil de travail au même titre qu'utiliser Excel ou PowerPoint. En fait, c'est déjà ancré dans les utilisations. Dans les cas d'usage métier, on a des pépites qui se rejoignent un petit peu avec celles de GRDF, donc on va pouvoir ouvrir une grande mine ou une grande carrière, puisque globalement, on adresse 3 sujets en priorité qui sont en cours de test. Un, la base de connaissances pour les conseillers de clientèle. On avait déjà un outil qui était assez bien fait et assez puissant. On laisse la possibilité maintenant à nos conseillers de l'interroger en langage naturel. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'on est en train de regarder si c'est un réel impact ou pas pour eux en termes d'efficacité, de gain de temps. C'est pas acquis parce qu'on avait déjà quelque chose qui était extrêmement bien structuré. Donc ça montre aussi qu'il y a des pilotes où on n'est pas complètement au bout satisfait de ce qu'on peut arriver à générer. Le deuxième cas d'usage, c'est l'analyse des conversations, le résumé d'appel et la catégorisation automatique. Ça, on commence à l'implémenter en fait. On aura fini de l'implémenter, je pense, sur le premier trimestre de l'année prochaine, avec un gain qui est effectivement de l'ordre de 30 à 40 secondes par appel traité, et surtout
sur une tâche qui est celle qui objectivement n'est pas celle qui est la préférée de nos équipes, de nos conseillers, qui préfèrent passer du temps à résoudre un problème client plutôt qu'en fin d'appel et aller dans les écrans. Alors Salesforce pour nous, passer des listes à ascenseur, trouver le premier motif sur 30 motifs et puis le sous-motif sur 40 sous-motifs. Voilà, c'est 30 à 40 secondes de temps sans grande valeur ajoutée. On préfère qu'ils mettent de manière plus utile à justement essayer de sortir du cadre parfois pour trouver des solutions pour les clients. Puis le dernier cas, c'est celui que vous évoquiez, c'est celui du chatbot. Donc là, on a fait le grand saut. On va livrer notre premier chatbot grand public, en fait, que vous retrouverez dans votre application MyEdenred dans les semaines à venir, où là, on va amener un premier niveau de réponse et d'aide. Et puis après, on aura un deuxième niveau l'année prochaine qui sera vraiment de se connecter à nos données. Et là, je pense qu'on est tous confrontés au même sujet, c'est qu'on est en train de passer à la caisse, si j'ose dire, sur la qualité des données qu'on a fait rentrer dans nos systèmes ces dernières années, et avec les risques que vous évoquiez, et avec toujours ce principe clé, et j'en termine juste par ce point-là, qui est oui, on met un chatbot en avant, mais on dira dès l'entrée de la mise en relation dans le chatbot qu'il y a la possibilité d'interagir en cas de problème avec un conseiller humain en chair et en os qui est là pour aider les clients. C'est super important, y compris dans la posture de marque et dans la posture relationnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on écoute les clients sur le marché, ils ne sont pas complètement prêts à avoir une relation qui est totalement robotisée, autonomisée. Et tant mieux. Moi, je pense qu'encore une fois, demain, l'humain fera encore la différence, que ce soit sur des fonctions commerciales ou des fonctions de relations clients. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, et tous les trois, vous insistez sur la qualité de la donnée. Alors, j'ai trouvé un chiffre quand même assez éloquent. Selon l'étude d'impact IA sur la notoriété et l'image de l'intelligence artificielle auprès des Français et des salariés par l'Institut Via Voice, c'est le Think and Do Tank Impact AI, 7 Français sur 10 estiment que l'IA générative devrait être sous contrôle humain et aspirent à une IA de confiance. Donc on a compris que la qualité de la donnée, c'était aussi l'un des enjeux majeurs. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, puisqu'on a parlé de cas d'usage, finalement, c'est quoi la méthode? Parce qu'elle en a parlé aussi, Marine, avec l'intégration, le pendant, l'après, l'aval. C'est quoi la bonne méthode chez vous? De l'intégration de l'IA dans les process métiers liés à la relation client. Alors, je reviens à 3 étapes rapidement. Acculturation, poser un stack, pour dire un vilain mot anglais, un stack technologique sécurisé pour nos données, et puis ensuite cibler les bons cas d'usage. Et je pense qu'avec cette notion éthique, il ne faut pas négliger autour de qu'est-ce qu'on veut en faire pour quel cas et avec quelle transparence. On parlait de callbot. Moi, j'ai le souvenir dans une entreprise où j'évoluais précédemment qu'on avait un callbot justement dans le domaine de l'énergie. À la fin des interactions, on avait des clients qui remerciaient et souhaitaient une bonne journée au callbot parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient en interaction avec un callbot. Donc ça doit quand même nous interpeller. Voilà. Et après, il y a un sujet qui se pose dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui est est-ce que je fais moi-même sur des compétences qu'on n'a pas toujours forcément, d'ailleurs plus souvent en développement qu'en termes de data. Donc en interne, Ou est-ce que j'achète des solutions sur étagère pour tester? Nous, aujourd'hui, on a plutôt fait le choix de s'appuyer sur notre infrastructure, qui est sur aujourd'hui Azure, mais globalement, on fait le choix d'acheter sur étagère pour tester, et sans doute qu'en parallèle, on va construire notre fameuse AI Factory pour réinternaliser un certain nombre de compétences et de savoir-faire. Mais si on veut innover et aller vite, nous, on a plutôt fait le choix aujourd'hui de passer par des achats sur étagère. Nicolas, la bonne méthode, c'est quoi le process? Oui, alors je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas c'est celle d'Enercop qu'on applique sur chaque projet très important comme celui-là. C'est d'une part déjà de se poser la question, et je pense que c'est une vraie question, est-ce que c'est un sujet technologique ou c'est un sujet largement au-dessus de la technologie? Clairement, chez Enercop, pour nous, la position, c'est l'IA, ça n'est pas qu'un sujet technologique, c'est avant tout un sujet de société, et donc c'est un sujet politique. Et à partir de là, Enercop est un réseau de coopératives, donc on est très militant, et donc forcément, il y a le positionnement de notre conseil d'administration, mais aussi de notre CSE, de nos salariés sur ces questions-là. Comment vous envisagez l'intégration de l'IA dans l'organisation de l'entreprise? Et ensuite, il y a évidemment aussi la question qui est adressée à nos sociétaires, donc le sociétaire, l'équivalent des actionnaires dans une coopérative, de poser la question à nos sociétaires, est-ce que vous voulez de l'IA demain dans le fonctionnement de notre entreprise? Et derrière, évidemment, en dernier lieu, poser la question à nos clients, comment vous percevez la place de l'IA demain dans les interactions? Parce que pour rebondir sur le chiffre que tu disais tout à l'heure, il y a récemment une étude de Gartner qui est sortie qui montrait que quand même les 3/4 des gens ne voulaient pas d'IA, d'être en interaction avec une IA dans le cadre d'un service client. Donc il y a clairement à se questionner une fois encore, est-ce qu'on centre l'IA sur support métier, support entreprise, etc. et améliorer l'expérience collaborateur, ou est-ce qu'on met les clients en interaction avec l'IA? Voilà, je pense que vous avez compris la réponse d'Enercop, c'est on ne met pas les clients en interaction et on améliore l'expérience collaborateur. Chez GRDF, la méthode, Karima?
Alors, elle rejoint tout ce qui a été dit. Je pense que le premier point, le sujet de la culturation, c'est un sujet à part entière, effectivement. Il y a un sujet de gouvernance qui est important. Gouvernance avec une vision que nous... Alors d'abord, juste pour... c'est surtout pas un sujet technologique, l'IA. Elle implique des solutions technologiques, mais c'est avant tout un sujet de société, un sujet métier, un sujet de stratégie, un sujet de choix d'entreprise. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est vraiment à aller interroger toute l'entreprise, pas sur des sujets technologiques, mais en quoi l'IA peut être intégrée dans les process métiers. Et on a construit une sorte de cartographie de use case potentiel autour de l'IA. Et c'est très intéressant parce que certains use cases évoqués, ce n'est pas finalement de l'IA. Donc le sujet de la gouvernance, il est majeur, puisque l'ensemble de ces use cases, on les analyse aussi en termes de faisabilité, parce qu'il faut de la data. Et parfois, on peut avoir plein d'idées et finalement pas la possibilité de le faire. Ensuite, moi je dis, il y a 4 étapes. On expérimente, on fait un bilan, on industrialise, on généralise. Et c'est très important, ces 4 étapes. Parfois, on a tendance à expérimenter. On a parlé de POC tout à l'heure. On fait des POC et on s'arrête là, alors qu'en fait, on n'est pas allé au bout. Et quand on parle d'intelligence artificielle, il y a un temps long. C'est-à-dire qu'il y a le côté apprenant. C'est-à-dire qu'on fait on met en place une solution qui répond à un enjeu métier. L'intelligence artificielle de nature, elle est apprenante. Plus on avance dans le temps, plus elle est efficace. Donc il ne faut pas s'arrêter à l'expérimentation. Il faut faire ce bilan au bout d'un certain temps et dire « Ok, ça apporte de la valeur au quotidien pour le collaborateur, pour l'entreprise en termes de performance. Il ne faut pas avoir peur de faire de la performance aussi au niveau de l'entreprise, hein, c'est important. Et à un moment, se dire « Ok, il faut y aller ». Et il faut du coup lancer et mettre les moyens sur l'industrialisation. Alors, sur la mise à l'échelle, justement, c'est quoi le gap? À quel moment on se dit « Allez, on industrialise » Qu'est-ce qui fait qu'on va basculer? Quand on définit un use case en amont d'un POC, on a des hypothèses de valeur. On va se dire, tiens, les 120 000 interventions clientèle vaines, eh ben, grâce à ça, on va pouvoir réduire de moitié dans 2 ans. On va faire ce POC et on va effectivement mesurer la pertinence de l'idée et du use case. À partir du moment où, c'est pour ça que cette étape de bilan, elle est fondamentale. Quand le bilan, on va le faire, on va confirmer ou infirmer la pertinence en fait de l'idée et du use case. Et à partir du moment où on confirme, on dit ok, cette promesse, c'est pas de la théorie, c'est pas un scénario, c'est pour de vrai. Et donc on généralise et on investit et on a un ROI. Et le principe du ROI dans l'IA, c'est aussi un élément important. Alors on va parler du ROI dans un instant, mais je voudrais qu'on se donne 3 minutes sur... alors on a parlé de la gouvernance, mais 3 minutes quand même sur les risques liés à la cybersécurité et à l'éthique. Quels sont-ils, Nicolas, par exemple? Ah, il regarde son confrère, j'adore. Il regarde Damien, tu es sûr que tu ne veux pas répondre à ma place? Damien, allons-y. La cybersécurité, c'est toujours le sujet de l'accès à nos plateformes d'une certaine manière. Dès lors que, je l'ai dit tout à l'heure, on fait des tests avec des solutions, notamment qu'on ne fabrique pas toujours nous-mêmes, qu'on achète sur étagère, notamment dans ces modèles-là, c'est hyper important de comprendre comment transitent les données entre les différents systèmes. Je prends un exemple, nous chez Edenred, un de nos plus grands clients, c'est La Poste. Dans nos clients, dans nos contrats avec La Poste, on a une obligation qui me paraît importante, qui est effectivement qu'on non seulement on ne doit pas héberger nos données en dehors de l'Union européenne, mais nos données ne doivent pas sortir de l'Union européenne. Ouais. Ah, ça, c'est un gros problème, parce qu'entre les États-Unis et l'Europe, c'est un vaste débat. Aujourd'hui, je vous mets au défi sur un modèle de LLM du marché d'avoir la garantie absolue qu'à un moment donné, vous n'avez pas juste un ping vers un serveur LLM aux États-Unis. Franchement, honnêtement, et donc on a passé beaucoup de temps là-dessus sur nos modélisations. Donc, premier sujet qui est autour de vraiment s'assurer du circuit des données. Deuxième sujet, pour un groupe comme nous, on est présent dans 45 pays. La France, c'est le pays historique du groupe, mais finalement, on fait 15 à 20% du chiffre d'affaires. On a quand même un sujet qui est sur la réglementation. Sur quelle réglementation on se cale? On a décidé de se caler sur la réglementation européenne pour l'homogénéiser l'ensemble des pays dessus. Et on a un enjeu qui est de s'assurer que les solutions qu'on prend, elles sont déployables dans l'ensemble des entités, en réalité, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec 45 solutions de chatbot, par exemple, qui seraient autant de portes ouvertes sur nos systèmes. Puis le dernier sujet, j'ai envie de dire que c'est un sujet effectivement, qu'on l'a évoqué tout à l'heure, de posture de marque, d'éthique, de voir ce qu'on veut aussi proposer. Tu l'as dit aussi, Nicolas, ce qu'on veut y avoir comme promesse relationnelle avec nos clients. Alors, nos clients, ils sont ambivalents. Ils ne veulent pas toujours être mis en relation avec des solutions de chatbot, mais ils nous demandent de répondre en moins de 45 secondes pour 80% d'entre eux, etc., etc. Donc, il faut qu'on trouve nos équilibres là-dessus. Mais voilà, je pense que les sujets, c'est à faire attention sur le domaine de la sécurité
et l'éthique, il y a ce sujet du positionnement de la marque qui est quand même un sujet super important en termes de posture relationnelle. Alors j'invite celles et ceux qui nous regardent, vous êtes près de 200 à nous regarder actuellement en direct, merci beaucoup. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions. Pour info, j'en ai pas mal, et comme par hasard, j'en ai beaucoup pour Karima. Karima, ça sent les évaluations de fin d'année, ça. Préparez-vous. On a un micro aussi à disposition dans l'Agora, bien évidemment, où vous allez pouvoir poser vos questions. On a parlé d'intégration. L'intégration ne peut se faire sans acculturation. C'est un mot qui est revenu. Comment réussir cette acculturation, justement l'acceptation? Quelle stratégie vous avez menée? Et puis j'aimerais aussi donner la parole à Marine pour savoir ce que vous avez observé justement avec les différentes entreprises que vous avez reçues sur cette thématique. Mais je vais demander tout d'abord à Nicolas, comment ça s'est passé chez Enercop quand vous avez dit, allez, on va commencer à intégrer l'IA? Bon, alors tout de suite, ça a été quoi? Bon, évidemment, on dit, hop, on se calme, on va vous expliquer l'intention et ce qu'on va faire et ce qu'on ne veut pas faire. Une fois encore, ne pas mettre en interaction nos clients. Donc, on n'est pas en train de parler de vos emplois, etc. En revanche, on est en train de parler d'améliorer vos conditions de travail. Et donc, on a vraiment axé ça là-dessus, sur comment l'intelligence artificielle va réduire votre charge mentale, du chargé de clientèle aux fonctions support en passant par les managers, parce que comme on l'a dit tout au long de la présentation, de l'intervention, il y a les fonctions aval, il y a les fonctions amont, et tout le monde est concerné. Donc, si je reviens sur le chargé de clientèle, comment, grâce à l'intelligence artificielle, on va gagner du temps, enfin tu vas gagner du temps à trouver la bonne information pour bien répondre aux clients et du coup avoir en face de toi des clients satisfaits, des clients rassurés, des clients sur lesquels la pression descend au moment du contact parce que tu trouves immédiatement la bonne réponse, le bon argument par rapport à sa question ou à son inquiétude. Tu vas aussi avoir tout ce qu'a cité Karima tout à l'heure, c'est tu n'as plus besoin de qualifier l'appel, tu n'as plus besoin de faire le résumé de l'appel. Ça, l'intelligence artificielle s'en charge et toi, tu te concentres sur, une fois encore, c'est hyper important, sur l'émotion du client, sur le besoin du client. C'est ça ta valeur ajoutée, c'est ça ce qu'on appelle habituellement dans la relation client la chaleur ajoutée. C'est ça que tu vas apporter au client. Et là, le client, quand il raccroche ou quand il arrête sa conversation sur le chat, il se dit « Ah ouais, waouh, là, j'ai vraiment eu affaire à une relation client humaine. » Marine, qu'est-ce que vous observez, vous? Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut accompagner avec beaucoup de bienveillance les collaborateurs. Il faut faire baisser finalement le niveau de tension en rapport avec ces sujets-là qui effectivement peuvent faire peur de prime abord. Et puis, il faut être dans une logique de co-construction. La co-construction, c'est ce qui permet de générer aussi de l'adhésion, se poser ensemble, dire voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, effectivement, ce qu'on ne veut pas faire, je vous rejoins totalement sur ce point-là. Et puis, écrire les cas d'usage qu'on veut tester ensemble. Moi, depuis le début que j'interagis dans cet écosystème de la relation et de l'expérience client, j'entends parler de revalorisation des métiers, du quotidien des conseillers qui est quand même difficile. Je crois que là, on a une belle fenêtre de tir et que finalement, l'intelligence artificielle, elle va permettre de libérer le potentiel humain, le vrai potentiel. Damien, comment ça s'est passé, vous, quand vous avez dit « Hop, c'est bon, c'est parti pour l'intelligence artificielle, on y va dans les process » De manière très constructive, je crois qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est que c'est quelque chose que les gens utilisent dans leur quotidien. Honnêtement, quand vous avez dans vos équipes des parents, des papas, des mamans qui utilisent ChatGPT le week-end pour aider à faire les devoirs des enfants, c'est pas bien, ça. C'est pas forcément bien, mais c'est ça c'est pas bien. Mais c'est quelque chose. On gagne du temps quand même un peu. Mais c'est quelque chose de tangible. C'est pas quelque chose, un outil qui arrive, dont on sait pas où, Bon voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est fait que c'est déjà ancré dans le quotidien. Et souvent, je me fais la remarque il y a 15 ans, on voyait arriver les premiers espaces clients sur Internet. On voyait on avait nos premières factures dans ces espaces clients, etc. On ne recevait plus de factures papier et on avait les mêmes discussions au final. Donc je pense que tout ça est aussi un mouvement d'évolution. Et après, je rejoins Marine. En fait, la question, c'est savoir vers où on veut aller avec les équipes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Le grand sujet de la relation client, la difficulté majeure de la relation client, c'est l'homogénéité. Donc en fait, quand vous traitez des millions d'interactions, c'est pas d'être super bon sur quelques interactions et très mauvais sur quelques-unes. Finalement, c'est comment vous avez un niveau moyen relativement bon. Et je pense que pendant des années, on a mis nos équipes dans des genres de carcans. D'ailleurs, ils nous le disent, dans nos enquêtes internes, qui voudraient plus d'autonomie, plus de pouvoir de décision. Sauf qu'en fait, à un moment donné, vous êtes confronté à un dilemme, vous voulez leur donner plus d'autonomie, mais votre mission, c'est d'homogénéiser. Donc pendant des années, on les a entraînés à appliquer des procédures hyper standardisées. Et on les mettait dans des salles de formation. Pendant 2 semaines, 3 semaines, on les abreuvait de procédures hyper standardisées. Demain, ils vont être aidés dans cette mission-là par des outils. Il y a des choses qui sont directement exposées aux clients. Donc ce qu'on attend d'eux, et c'est exactement ce que disait Nicolas, c'est le rôle de la valeur ajoutée de l'humain, elle est dans la relation,
Elle est dans le mindset, dans l'état d'esprit de je sors du cadre, c'est pas un algorithme, c'est la réponse, c'est pas 1 ou 0. Et justement, ce qu'on attend de moi, c'est que je passe du temps à lui trouver des solutions qui sont pas aussi évidentes que ça. Et ça, par contre, le tout, c'est de l'expliquer et de former les équipes pour aller vers ça. Et c'est pas les mêmes formations que celles qu'on faisait il y a quelques années. Alors, je vais laisser répondre Karima, mais j'ai une question pour elle, justement, et après, on passera aux questions du public, on se donnera 10 minutes. Alors, juste, ça peut sembler un peu caricatural, mais moi, je trouve qu'à GRDF, c'est plutôt les collaborateurs qui sont venus nous voir en nous disant « Eh oh, il y a de l'IA là, on n'en fait pas encore ?» Donc, mais vraiment, c'est-à-dire que moi, j'avais autour de moi des métiers, des personnes, des collaborateurs en région, qui étaient déjà partie prenante sur ces sujets d'intelligence artificielle. Ensuite, quand on a commencé à travailler sur les use cases, on a vraiment cherché avec l'ensemble des acteurs métiers, et je vais rester sur la partie client maintenant, à chercher à mettre en avant la valeur recherchée et l'accompagnement qu'on envisageait avec cette IA pour améliorer le quotidien des collaborateurs. Je n'ai pas senti une inquiétude, j'ai senti plutôt une envie et une volonté de comprendre vers où on allait. Donc pour moi, c'était assez simple d'intégrer le sujet de l'intelligence artificielle. Alors, il y a une question qui a été posée par Sébastien. Merci Sébastien pour cette question. Est-il prévu des cursus de formation IA aux salariés de l'entreprise? Alors, moi, j'ai juste envie de dire, ça veut dire quoi un cursus de formation IA? Ça peut être très très vaste comme sujet. On a la sensibilisation à l'IA. On a par exemple déployé Copilot, sur lequel il y a aujourd'hui des séances de formation qui sont proposées par la DSI pour creuser son usage. Les personnes qui sont partie prenante sur la construction des solutions IA, alors essentiellement à la DSI, mais pas que. Il y a des formations plutôt techniques, solutions qui existent, mais ce n'est pas forcément le sujet. Et ensuite, à chaque fois qu'on va déployer une solution à base d'IA, on a des cursus de formation sur la compréhension de l'outil et son usage. Donc, en fait, les formations, elles sont adaptées à quel niveau on prend en usage. La mise en œuvre, l'utilisation de l'outil ou la sensibilisation aux outils comme Copilot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'entends collaborateur, j'entends client, j'entends acculturation, j'entends éthique, j'entends data. J'entends satisfaction client. Est-ce qu'on a un ROI? Comment est-ce que vous réussissez à mesurer justement l'intégration de l'IA à la fois chez le collaborateur, mais aussi dans la satisfaction client? Est-ce que vous avez des chiffres d'ailleurs à nous donner? De deux manières, c'est ce qu'a évoqué aussi Karima, c'est qu'on part un certain nombre d'hypothèses de départ sur ces cas d'usage. Un chatbot, dans l'absolu, s'il apporte un certain nombre de réponses de premier niveau, c'est des contacts évités au service client à faible valeur ajoutée qui nous permet de réinvestir du temps sur des contacts plus complexes. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, le résumé des appels ou la catégorisation des appels, nous on estime que c'est 30 à 40 secondes d'économiser par appel sur plusieurs millions d'appels par an. Évidemment que c'est significatif en termes de productivité. Voilà. Donc il y a des indicateurs et des métriques très clairs associés. Je pense que et c'est important parce qu'encore une fois, ces solutions ne sont pas gratuites. Il faut aussi avoir ça à l'esprit. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont coûteuses, dont les coûts seront peut-être amenés à baisser dans le futur, mais aujourd'hui, c'est cher l'IA. Ouais. Alors, ce qui est intéressant chez Enercop, vous mesurez, donc vous avez des chiffres, mais vous mesurez aussi le niveau d'émotion ressenti par le client. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Oui, absolument. Mais alors, j'apporterai aussi, une fois encore, le côté un peu poil à gratter. Nous, typiquement, on a déployé un chat en direct il y a quelques mois chez Enercop où on s'est posé la question, effectivement, est-ce qu'on met un bot ou est-ce qu'on met des chargés de clientèle? Bon, vous avez compris, la réponse a été on met des chargés de clientèle. Et du coup, j'avais à l'esprit le fait que dans le dernier baromètre BVA des services clients, donc celui de 2023, quand même, le canal d'interaction qui obtenait le plus d'insatisfaction client, c'était justement les chatbots. Il y avait 48% de clients insatisfaits. C'est-à-dire un client sur deux qui dialogue avec un chatbot, le résultat de BVA, c'était il n'est pas content. Et ben, quand on a déployé le chat en direct, waouh, bravo l'IH Team, on a 98% de satisfaction sur un chat géré par des chargés de clientèle. Donc 50% d'insatisfaction en général, 98% quand c'est un chargé de clientèle qui chatte avec un client. Donc là, clairement, on s'est dit, on a fait le bon choix, c'est clair, c'est l'humain qui doit dialoguer avec le client. Mais en revanche, oui, on a aussi
la capacité qu'apporte l'humain, c'est la mesure de l'émotion. Et effectivement, chez Enercop, en plus de mesurer la satisfaction des clients, on mesure l'émotion, c'est-à-dire nos chargés clientèle détectent, selon la méthode DISC, vous savez, les différentes couleurs qu'ont les clients, et selon leurs couleurs, on sait comment on doit interagir avec eux. Enfin, on a une idée de comment on doit interagir avec eux, et après, il faut le mettre en musique. Et effectivement, on voit qu'un chargé de clientèle est capable d'augmenter l'émotion positive des clients de plus de 20 points entre le début d'un appel et la fin d'un appel. Voilà. Damien, vous voulez rebondir? Non, mais parce que c'est des discussions, effectivement, et des débats qu'on a régulièrement. Quand je dis débat, c'est des interrogations qu'on se pose en ce moment. Bon, le chatbot, moi, par exemple, c'était un canal auquel j'étais totalement opposé pendant des années, parce que comme n'importe quel consommateur dans cette salle ou à distance, je pense qu'on a vécu des expériences assez dramatiques où, au bout de 10 minutes, on n'avait pas le début du quart d'une réponse à son interrogation. Pour le coup, je pense que les technos qu'on a aujourd'hui, c'est en anglais, des game changers. Je pense que pour le coup, là, l'IA conversationnelle amène une qualité relationnelle qu'on n'avait pas et qui fait passer quelque chose qui était très, très déceptif à quelque chose qui, pour le coup, peut amener quelque chose. Voilà. Je voudrais juste dire un point, et je vais très vite là-dessus, parce que quand on a parlé des sujets éthiques tout à l'heure, et ça rejoint la préoccupation de GRDF sur ce qui est résumé des appels et transcriptions. Vu qu'on est assez avancé sur ce sujet, on a quand même vu un truc qui est assez marrant, ou pas d'ailleurs, qui est que la qualité des solutions du marché en termes de LLM, vous savez, ces grands modèles qui sous-tendent les modèles conversationnels, en français, ça marche pas si bien que ça, en fait, sur la voix. Pourquoi? Parce que c'est des modèles qui sont entraînés sur des millions de données, des milliards de données, qui sont à 99% des données anglo-saxonnes. Ce qui est un sujet, quand on parle d'éthique et de biais culturel, ça veut dire que dans le modèle d'entraînement des données, enfin des LLM, il y a un biais culturel, il y a un biais linguistique. On a la chance d'être français. Nous, dans le groupe, on a la Finlande, on a la Roumanie. Autant vous dire que les LLM aujourd'hui, pour aller traiter de la voix en roumain ou en finlandais, c'est pas complètement gagné. Et donc, ça nous amène à travailler avec des partenaires en France. Et je sais que comme nous, vous êtes attachés à cet ancrage aussi, à cette proximité dans les territoires. Il y a un vrai enjeu aussi pour un écosystème en France à amener une surcouche sur les modèles anglo-saxons pour nous amener la qualité dont on a besoin pour nos opérations. Sinon, un jour, on décrochera dans notre compétition internationale. Merci en tout cas Damien pour cette précision. On va se donner 10 minutes de questions avec le public, avec vous ici, donc, dans ce bel agora rue Condorcet donc, à Paris. Et vous qui nous regardez derrière votre écran, est-ce que quelqu'un a une question? On peut commencer avec une question du public. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous avez une question? J'adore. Faire me regarder genre, non, pas moi, non. En tout cas, moi j'ai une question. Alors très rapidement, pour Karima. Non, mais on va pas la poser parce qu'elle est en train de tousser. Tout va bien? Tout va bien? Ok. Pardon. Ça, c'est une question sur la pépite. Comment bénéficier de la pépite de Karima? C'est votre pépite, Karima. En région, pour tester l'IA sur le sujet des... Alors par contre, PI veine. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Intervention veine. Ah ouais, c'est ça. Regardez, je vous montre la question, elle est là. Petite intervention. Merci. Voilà. Comment bénéficier de la pépite de Karima? Ouais, comment bénéficier? Eh ben, on va en bénéficier alors en région et en fait tous ensemble. L'objectif, c'est qu'on a décidé avec Monsieur Foy, directeur relations clientèle, pour ceux qui ne le connaissent pas, et en COMEX, de lancer cette pépite. Donc, on va la mettre en place sur 2025 avec donc la fameuse... les fameuses promesses que j'ai évoquées tout à l'heure. Et l'objectif, c'est bien de partir d'une expérimentation. En région, on trouvera les acteurs qui ont envie de participer à cette expérimentation. Et quand on aura confirmé effectivement la pertinence, en tout cas la promesse qu'on a imaginée, on passera à l'échelle. Donc les régions seront mises dans la boucle de cette expérimentation et de cette pépite, qui est la pépite GRDF et surtout pas la mienne. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous regardent. Une question de Florence qui nous dit: est-ce que l'IA et son utilisation est suffisamment intelligente pour ne pas amplifier la précarité numérique de certains clients? Alors ça, chacun peut répondre là. Allez-y. Damien? Vrai sujet de vigilance, c'est-à-dire que il y a plein de gains associés à l'IA dans les risques qu'on a et qu'on essaie de travailler. C'est évidemment pour les personnes qui sont plus éloignées du numérique, qui d'ailleurs, soit dit en passant, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, ne sont pas celles qu'on imagine toujours. Aujourd'hui, dans les jeunes populations, il y a y compris beaucoup d'éloignés du numérique. C'est pas pareil de savoir jouer à Call of Duty sur sa PlayStation que de savoir gérer son quotidien sur un PC, etc. Donc oui, c'est un sujet de préoccupation. Et je pense que là-dessus, il y a beaucoup d'entreprises je parlais de La Poste tout à l'heure, qui font beaucoup de choses extrêmement utiles pour l'acculturation des publics ou pour les personnes qui sont éloignées du digital, parce que c'est sûr que demain, avec l'accélération de l'IA,
on va avoir une problématique à traiter, enfin, on l'a déjà. Donc la seule réponse qu'on peut faire, c'est là aussi, c'est d'accompagner et former. Et qui peut le faire? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des entreprises? Et ça pose pas mal de questions. Encore une fois, un acteur comme La Poste fait des choses remarquables aujourd'hui. Dans plusieurs milliers de bureaux de poste, ils ont dédié des conseillers qui forment les citoyens de tous les jours au numérique. Et nous, par exemple, on est en train de réfléchir à un partenariat avec eux pour les accompagner dans cette dimension-là. Mais je pense que c'est une vraie préoccupation qu'il faut avoir. Ça, c'est sûr que pour le coup, c'est un des plus grands risques. C'est une excellente question. Nicolas. Oui, moi je rajouterais qu'il faut, évidemment je partage tout ce qui a été dit par Damien, et après je pense aussi que s'il est une fois encore, c'est un débat de société, et donc il est de la responsabilité de l'entreprise, et donc de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, du salarié à l'actionnaire, etc., de se poser la question de maintenir l'ensemble des canaux ouverts pour les clients. C'est pas parce qu'on met en place de l'IA, c'est pas parce qu'on met en place un espace client que demain on ferme le service client, on n'ouvre plus de boutique, etc. Bien entendu, il faut maintenir en permanence l'ensemble des canaux accessibles, pas cachés tout au fond de l'espace client ou de la foire aux questions, de maintenir l'ensemble des canaux ouverts. Donc je peux écrire par courrier, je peux me rendre physiquement dans un point de vente, je peux appeler un chargé de clientèle. Bien entendu, il faut le maintenir dans la stratégie sur le long terme de la relation client d'une entreprise. Très bien. Vous voulez compléter? C'était parfait. C'était tellement parfait. Est-ce que vous avez une question dans la salle? On a un micro à disposition. Non? Alors j'ai encore une question. Alors ça concerne de l'impact environnemental. Et ça, c'est un sujet intéressant sur l'intelligence artificielle. Effectivement, quels sont les critères et points clés entre le stockage de données, la qualification de celle-ci, l'exploitation de l'IA et l'impact environnemental? Vous avez 2 heures. Et on ramasse les copies. C'est pour Karima, ça. Karima. Moi, je peux le dire très rapidement. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, la clé, on l'a dit, c'est la data. Et on a aussi dit, plus il y a de data, si on prend le sujet des réclamations, plus on aura automatisé des réclamations et plus on aura une référence de réclamation importante et donc de plus en plus de data, plus l'automatisation et la génération d'une réponse à réclamation sera pertinente. Donc de toute façon, aujourd'hui, quand on regarde le Gartner, l'augmentation du stockage de la data, il est exponentiel et il est monstrueux entre aujourd'hui et 2030 et 2050. Et j'ai un schéma que j'aurais pu vous montrer qui est dément et qui montre à quel point on en a besoin. Donc aujourd'hui, ça nous amène en fait à être très vigilants et très sélectifs sur les cas d'usage qui sont porteurs de valeur. On ne fait pas de l'IA pour de l'IA, on fait de l'IA parce qu'à côté, ok, on va peut-être davantage stocker, mais on va apporter plus de valeur que l'impact environnemental que ça peut avoir. Et potentiellement, on va apporter de la valeur environnementale. Je prends le cas de la maîtrise de l'énergie, qui est un sujet qu'on avait abordé il y a quelques mois, années, j'ai perdu la notion du temps, qui avait un objectif avec un enjeu environnemental sur lequel on a exploité et utilisé très largement de la data de consommation, enfin des données de consommation. Et juste un autre point, il faut aussi une hygiène de fonctionnement dans une entreprise. C'est le problème de la technologie. Tout le monde a envie d'en faire. Moi, je les appelle les pépites locales, je vais les appeler comme ça. Quand les régions ont envie de faire de l'IA, elles peuvent potentiellement demander et envisager de stocker de la data. Quand on est à GRDF, on a 11 millions de clients. Si moi, dans mes data centers, je stocke 11 millions de clients et que dans les régions, ils stockent 11 millions de clients, chacun dans leur côté parce qu'ils ont des sujets, c'est un problème. Et si je parle des données de consommation, les données de consommation, c'est 11 millions de data récoltées tous les jours. C'est énorme. C'est énorme. Et imaginez que ces données-là, en plus de les stocker moi, on a des régions qui, dans le cadre de leurs initiatives locales, les stockent. Imaginez l'enfer. Alors justement, c'est intéressant parce qu'on va quand même rappeler qu'à l'horizon 2050, on est censé arriver à la neutralité carbone. Et justement, j'ai une question qui vient à l'instant d'arriver et je vais laisser Damien répondre. C'est l'IA est-elle compatible avec la décarbonation finalement? Non, sur ce sujet de la consommation, ce qui cristallise beaucoup aujourd'hui sur l'IA, c'est la consommation des modèles. Il y a ce que évoquait Karima, il y a la data, et a fortiori qu'on veut l'exposer en temps réel. Parce que c'est aussi différent d'avoir un entrepôt de data que je consomme une fois par semaine, d'un entrepôt de data qui est ouvert et qui est en permanence consommable. Sur les LLM, une donnée à voir, donc les langages les fameux ChatGPT, etc., il faut avoir en tête un point qui est super important, c'est qu'on estime que d'ici 2030, ils auront consommé la totalité disponible dans le monde pour s'entraîner. Donc ça veut dire qu'en réalité, ils sont quasiment au bout de leur potentialité. Or, pourquoi on les entraîne sur de plus en plus de données, c'est pour avoir de plus en plus
d'efficacité dans la réponse apportée et de précision. Bon, on voit bien que le modèle actuel est complètement délirant et que de toute façon, dans une phase de transition, ces énormes modèles qui coûtent cher en hébergement et en exploitation, y compris en coût énergétique, c'est terminé. Honnêtement, ça sera terminé dans les années à venir. Vous voyez, on a en France une initiative qui est Mistral AI. Mistral est en train de construire un modèle qui est beaucoup, beaucoup plus petit que les modèles américains pour arriver demain à la même efficacité, sans doute avec ce que j'évoquais tout à l'heure, des petites surcouches à droite, à gauche. Donc, il ne faut pas se projeter sur ce qu'on connaît aujourd'hui, ces modèles-là. Durablement, c'est sur des plus petits modèles, plus efficients. Le sujet de la data, hyper important. Après, c'est le sujet de la décarbonation, de la manière dont on décarbone l'énergie qui est fournie à nos data centers, etc. Voilà. Donc c'est un sujet sur lequel aussi il faut rester optimiste, quoi. Mon message, c'est aussi ça, c'est que les technos vont évoluer. Là, on est sur une première génération. Alors, j'ai une dernière question et il nous reste 2 minutes. Et après, je sais que certains, ceux qui nous regardent, ont des réunions, ils ont aussi leur visio à 14 h. Donc, attendez 2 minutes. J'ai une dernière question pour nos invités. Est-ce que vous pensez, après tout ce qu'on vient de dire ensemble, tous les 4, que l'IA fera des collaborateurs plus heureux dans leur travail? Marine. Ah, voilà, le micro. Merci. Oui, je l'espère et j'y crois fermement. Très bien. Damien. Oui, totalement, parce que ça va redéfinir le rôle ça va remettre l'humain au centre vraiment du métier, notamment de la relation client. Nicolas. Oui, mais je reste vigilant parce que comme toute révolution technologique, on nous promet monts et merveilles, donc à suivre, à surveiller. Karima, pour le mot de la fin. J'en suis convaincue à partir du moment où on trouve les bons sujets à déployer, mais j'en suis convaincu. Merci donc à Karima Drissi, Damien Nuytens, Marine Deck et Nicolas Lardet. Merci, on peut les applaudir très très fort. Merci pour ces échanges passionnants. Merci à vous de nous avoir suivis en direct. Je vous invite à continuer évidemment de participer aux différents temps forts de cet événement Act for Clients. 3 jours dédiés à la culture client chez GRDF. On vous souhaite une belle journée. À bientôt.